Alors, les discussions étaient extrêmement riches et je crois qu'on peut en sortir trois thèmes dominants. D'abord, qu'est-ce qui fait que le numérique marche dans un établissement? Eh bien, les interventions d'hier ont montré que d'abord, ce qui était décisif, c'était l'impulsion donnée par le chef d'établissement. C'est-à-dire comment un chef d'établissement peut-il conduire le changement. On a vu ça avec l'exemple d'un lycée de Dijon, dans lequel il y avait 5 professeurs experts qui, en fait, s'occupaient à eux seuls du numérique, le reste de la communauté éducative n'étant pas concernée. Le travail du chef d'établissement a consisté à répandre la culture du numérique pour qu'elle dépasse la simple propriété des quelques experts. Ça, c'est la première entrée. C'est qu'il faut avoir des enseignants convaincus de l'utilité du numérique et ayant un minimum de savoir-faire sur le sujet. Mais ça n'est absolument pas suffisant, parce qu'on s'aperçoit que les établissements dans lesquels le numérique marche le mieux sont les établissements dans lesquels les professeurs commencent à avoir une approche commune de l'utilisation du numérique à travers leurs cours. Comme le disait hier un chef d'établissement anglais, il ne faudrait pas que les étudiants en histoire aient tous leurs cours sur l'ENT et en gestion n'aient aucun cours. Une approche commune. La troisième entrée, c'est qu'il faut aussi avoir des élèves qui aient un minimum d'éducation au numérique et à leur utilisation. Un point de vigilance sur ce sujet. On voit bien que les élèves du lycée pilote innovant de Poitiers ont d'excellents résultats grâce au numérique, mais dans les codes de l'école. Ils utilisent donc l'outil qu'ils ont dans les mains dans le cadre de ce que sont les codes de l'école. On voit bien avec l'intervention de quelqu'un d'autre que les élèves du CFA Boulangerie à Rennes ont une autre utilisation de l'outil qui n'est pas forcément dans le cadre du code scolaire. Et donc le risque serait d'accroître la fracture qui existerait entre ces deux types de publics très éloignés l'un de l'autre. Deuxième thème sur lequel je voudrais revenir, c'est temps et espace. On voit bien que le numérique aujourd'hui a complètement fait exploser les cadres habituels du système scolaire. J'en citerai quelques exemples. Je suis frappé dans l'Académie de Montpellier où tous les élèves ont été dotés d'un ordinateur par le conseil régional, avec un équipement Wi-Fi d'un certain nombre d'établissements, de voir que finalement, à la cantine, les élèves travaillent. Ils travaillent sur la pelouse, allongés sur la pelouse. Ils peuvent travailler assis dans l'escalier. Et finalement, l'endroit où peut-être il y aurait le moins de monde, c'est le CDI. Je vois bien que des professeurs accompagnent leurs élèves. Donc, je dis bien accompagnent, ça veut dire qu'ils ne font pas seulement cours, mais ils accompagnent les élèves durant les vacances scolaires, à travers l'ENT, à travers les échanges de mails, de telle façon que les élèves se sentent aidés dans le cadre de leurs devoirs. Il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace d'apprentissage. Et puis, la troisième leçon de ce colloque porte sur les ressources et les services. Alors, les ressources et les services sont extrêmement abondants et tous nos enseignants ne les connaissent pas encore. Mais simplement, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'une ressource, si on ne sait pas l'utiliser, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que nos enseignants sont en train de devenir des ingénieurs pédagogiques. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances, il ne suffit pas d'avoir des ressources. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver comment, à partir des ressources que l'on a, construire des séances d'enseignement qui apportent une véritable plus-value aux élèves. Le chemin sur ce sujet-là, c'est en cours et ça n'est pas forcément facile. Il ne s'agit plus de didactique de la discipline, il ne s'agit plus de pédagogie, il s'agit d'une véritable ingénierie de formation, ce qui est le propre finalement de la catégorie de la fonction publique que sont nos enseignants. Et puis, en conclusion, une dernière interrogation. Je suis frappé par le fait que il y ait eu une opposition entre finalement deux champs lexicaux. D'un côté, tout ce qui est relatif à la liberté donnée par les tablettes, à la liberté en termes d'espace, à la liberté en termes de temps,
mais aussi d'un autre côté le discours sur la nécessité de revoir les cadres, les règles, l'authentification. Et donc il y a une tension qui est en train de se créer entre la liberté donnée par le numérique et les règles qu'il faut y appliquer pour essayer d'en définir un cadre.